Tout part d'une simple case, une petite image à la force immense. Le chapitre 1152 de One Piece est rempli d'informations incroyables en révélation. Le haki des rois de Zoro pas exploité, celui de Luffy, celui potentiellement de Sanji, une discussion passée entre Shanks et Scopper-Gaban, Loki qui va peut-être rejoindre les Mugiwara, le tatouage de Shanks, mais c'est cette bulle, cette phrase qui a tout déclenché, le fruit du démon interdit. Ça ne vous rappelle pas le fameux soleil interdit? Un coffre fermé, très mystérieux, dans lequel se trouve ce que l'on appelle le fruit interdit. À côté, un bout de ce qui semble être un marteau. Ce détail intrigant est une première pièce du puzzle. Ce coffre et ce fruit sont-ils liés à un secret ancien, extrêmement précieux? D'où vient ce fruit du démon qui semble si rare, tellement déterminant qu'il est interdit? À ce moment-là, je ne pensais pas que mon enquête nous mènerait jusqu'aux révélations qui vous attendent. Pendant la discussion entre Shanks et Gaban, on apprend que Shanks est l'enfant de la destinée. Mais de quel destin parle-t-on? On sait que Shanks a probablement un frère, Shamrock, et même si ce n'est pas encore explicitement dit dans le manga, tout suggère fortement qu'ils sont jumeaux, tous deux fils de Saint Figarland Garling. Ce dernier est un personnage aux racines profondes dans l'histoire secrète du monde. N'oublions pas que ce sont les Figarland qui ont placé Ymue au pouvoir. Revenons à l'événement qui a certainement fait basculer l'histoire, l'incident de God Valley. Incident qui s'est déroulé pendant la traditionnelle chasse aux esclaves à laquelle participe Garling. À la clé, des fruits du démon très rares, dont le Nikyu Nikyu no Mi et le Uo Uo no Mi, modèle Seryu, que Kaido mangera plus tard. Garling, grand favori de cette compétition, semble viser un fruit très spécifique. Il sait, il connaît la véritable valeur du Gomu Gomu, et ce fruit n'est pas destiné à lui, mais à ses enfants. Son projet est clair, transmettre le pouvoir à la future génération Figarland. Mais le chaos éclate, les Rocs s'attaquent, Roger intervient, Garp entre dans la bataille, un affrontement cataclysmique. Et si tout cela n'était pas une simple guerre idéologique? Et si le véritable enjeu ce jour-là était le fruit qui mène au One Piece? La subtilité de cette théorie, qui expliquerait beaucoup de mystères, est que Garling aurait réservé non pas un, mais deux fruits du démon, destinés à ses deux fils. Les deux fruits destinés aux fils de Garling étaient deux fruits du Gomu Gomu, identiques en apparence. L'un le vrai fruit en caoutchouc, l'autre le modèle Nika, celui que nous découvrons désormais comme le fruit véritablement spécial, lié à la légende du dieu du soleil. On sait que normalement dans l'univers de One Piece, il ne peut exister qu'un seul fruit du même type. Pourtant, cette exception est possible, car il s'agirait en réalité de deux fruits très proches, mais différents, parce qu'un seul peut montrer sa véritable forme. Ces deux fruits seraient donc des jumeaux, à l'image des deux frères, et ce secret a été jalousement gardé par Garling et la famille Figarland. Shanks a accompagné Roger jusqu'à un certain point, mais il n'a pas atteint le One Piece, notamment parce qu'il est resté auprès de Baggy malade. Après la dissolution de l'équipage et la mort de Roger, Shanks apprend la vérité, probablement révélée par Roger ou un proche, sur la véritable nature du fruit et de la destinée liée au One Piece. Lors de sa discussion avec Harald à Marie-Joise, il dit qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas aborder. C'est sûrement pour ça qu'il s'est rendu à Elbaf, apprenant par Harald la présence du Gomu Gomu. Trop tard, parce qu'il semble être Loki sur cette image, a déjà mangé le fruit. Shanks, pensant être le fils de la destinée, donc celui qui devait manger ce fruit, a pu mener un combat avec Loki, d'où la haine que ressent Loki envers Shanks. Il apprend plus tard qu'en fait il existait un autre Gomu Gomu. Shanks crée son équipage et part en quête de ce fruit qu'il dérobera à la marine. Il comprendra aussi que ce n'est pas lui l'enfant de la destinée, et il misera donc l'avenir sur Luffy en lui laissant le fruit et son fameux chapeau de paille. Expliquons maintenant rapidement le tatouage au bras gauche de Shanks, qui représente le symbole des chevaliers divins. Deux hypothèses. Soit il a appris la vérité sur sa famille, est revenu vers les siens, fait chevalier divin pendant quelques années avant d'apprendre la vérité. Soit ce tatouage lui a été fait à la naissance, et il a appris la vérité sur le One Piece et les secrets du monde par Roger ou un autre membre. Ce choix de Shanks est énorme. Il confie à Luffy un héritage, un pouvoir qu'il sait être celui du vrai héros, de celui qui peut réveiller la puissance du modèle Nika et peut-être changer le monde. Il perd délibérément son bras pour montrer sa fidélité à Luffy et définitivement se débarrasser de ce tatouage des chevaliers divins. Ce fruit devient donc la clé du destin, un pouvoir hérité d'une famille ancienne, transmise à travers le temps. Deux éléments supplémentaires me font penser que ce fruit interdit est le Gomu Gomu. Revoyons ce marteau supposé. Pourquoi je pense que c'est Ragnir? Ce coffre qui renferme potentiellement le Gomu Gomu permettrait à son utilisateur de ne pas être électrocuté par la foudre, qui est le pouvoir de Ragnir. Cela ferait un parallèle excellent avec Ener et le Gomu Gomu de Luffy. L'autre élément est que Loki se qualifie lui-même de dieu soleil. Il pense qu'il a mangé le fruit légendaire, interdit, et cela va de soi parce que tant que le fruit n'est pas éveillé, on ne peut pas connaître sa vraie nature. Tant qu'il n'aura pas vu Luffy à l'œuvre,
il est en droit de penser qu'il est lui-même Nika. Cette théorie est géniale parce qu'elle peut faire également le lien entre Loki, Rox et le Gomu Gomu. Dans le chapitre 1145, on voit Loki enfant qui demande à Rox d'Xebec de vouloir intégrer son équipage, comme le fit à Shanks. La scène se passe à Elbaf. Rox semble se rendre dans un endroit important. God Valley? Et si Rox avait réussi à dérober l'un des Gomu Gomu et le cacher à Elbaf? Pourquoi Elbaf d'ailleurs? Rox est-il un géant? La réponse nous vient peut-être d'Harald. Harald semble lié à Rox, l'auteur nous guide vers cela. Lorsque l'on compare le drapeau pirate de Rox et le visage d'Harald, les détails sont assez troublants, notamment avec cette cicatrice assez similaire. Observons leur apparence. Rox apparaît certes toujours dans l'ombre, mais on peut quand même distinguer certains détails. La coupe de cheveux d'abord. Les deux sont très similaires. Ensuite, la cape typique de la région d'Elbaf. Rox semble porter ce genre de vêtements. Regardez attentivement le symbole de Rox, on dirait clairement deux cornes. Alors on ne les voit pas dans sa représentation, à moins qu'elle soit mélangée avec la coupe de cheveux en pique de Rox. Cela confirmerait que Rox est bel et bien un géant à taille humaine, sûrement né d'un croisement humain-géant. Loki admire Rox. Y a-t-il un lien familial entre Harald, son fils Loki, et Rox? De nombreuses possibilités s'ouvrent maintenant à nous, et la fin ne fait que commencer. Cela pourrait confirmer Loki comme nouveau Nakama, avec toute la symbolique que ça représente. Le faux dieu du soleil témoin de la puissance du vrai dieu du soleil. Les deux Gomu Gomu opposés qui finalement s'associent. On pourrait voir une rivalité humoristique entre les deux personnages à la manière de Zoro et Sanji. Cette théorie explique aussi l'affrontement entre Shanks et Barbe Noire. Ce dernier était au courant de l'importance de ce fruit. Il avait étudié les fruits du démon par cœur grâce à son encyclopédie. Il a voulu s'en emparer, ce qui explique la cicatrice infligée à Shanks. Mais Barbe Noire n'a pas réussi à l'obtenir. Et il s'est alors rabattu sur le Yami Yami no Mi, un autre pouvoir qui lui convenait et qui a façonné son destin. Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, a déclaré qu'il s'est lui-même dessiné dans le manga sous les traits de Shanks. On pourrait voir Shanks comme la main d'Oda dans le récit, celle qui guide Luffy vers sa destinée. C'est comme si Oda s'incarnait en Shanks, confiant le pouvoir du One Piece à Luffy, tout en sachant que ce pouvoir n'est pas le sien, mais qui doit être transmis. On touche une dimension presque méta, celle de la création, du récit et du destin confié à Luffy par son créateur lui-même.